justice sociale, terme devenu particulièrement récurrent ces dernières années, peut sonner chez vous comme une hérésie, une évidence, ou alors une étrangeté selon votre façon de l'interpréter, mais également de la comprendre. Pourtant, que l'on en ait conscience ou pas, cela concerne tous les êtres humains qui vivent dans des sociétés dites démocratiques. Alors comment ça marche? Qu'est-ce qui est factuel ou émotionnel? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de voir ensemble à travers cette vidéo en deux parties. Comme souvent, ce genre de sujet est particulièrement délicat à traiter puisqu'il va faire appel à des thématiques comme le féminisme, la religion, la politique, le racisme, la discrimination, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la société. C'est pourquoi je vous propose une vision beaucoup plus généraliste, histoire de voir dans sa globalité ce que c'est la justice sociale et comment fonctionnent les tenants et les aboutissants qui gravitent autour de celle-ci. Et bien entendu, comme toujours, je vais essayer au maximum d'éviter toutes les formes de considération moralisatrices, puisqu'à la fin, le but c'est que vous puissiez avoir un maximum d'infos et vous faire votre propre idée par vous-même. Alors commençons par la base, et si on enlève les interprétations populaires, qu'elles soient extrémistes ou non, de l'équation, c'est quoi exactement la justice sociale ? La justice sociale est une construction morale, mais aussi politique, qui vise à atteindre l'égalité des droits pour chaque individu présent dans une société et encourage à la solidarité collective entre ces mêmes individus. Elle est d'ailleurs mentionnée dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, qui est une déclaration des droits de l'homme, adoptée lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui s'est tenue, comme le dit son nom à Vienne, le 25 juin 1993. Mais plus spécifiquement, la justice sociale est citée comme étant un instrument, tout comme la paix, la démocratie, mais aussi le développement, afin de promouvoir l'éducation des droits de l'homme au public, et tout ça pour atteindre ses objectifs. Réaliser et maintenir des relations stables entre les différentes communautés, faire preuve de compréhension mutuelle mais également de tolérance religieuse, ainsi que de promouvoir bien évidemment la paix. Pour y parvenir, elle fonctionne grâce à deux mécaniques essentielles afin d'atteindre l'état de situation idéale pour tous. La première mécanique, c'est l'équité, et la deuxième mécanique, c'est l'égalité. Mais ça, ce sera le sujet de la deuxième vidéo. Parce que pour cette première partie, et vous avez lu le titre de la vidéo, on ne peut pas comprendre la justice sociale, l'égalité et l'équité sans prendre en compte toutes les réalités de notre société qui font que c'est un peu plus compliqué que ça à mettre en application. Alors on va parler de ces réalités auxquelles on ne pense pas, qu'on ne connaît pas, que l'on interprète aussi à sa sauce, ou alors qu'on préfère tout simplement ignorer. Par souci de simplicité et de compréhension, on va diviser la société, et donc par extension les domaines sur lesquels agit la justice sociale, en trois axes principaux. Le premier axe est symbolique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'identité d'un groupe, ça peut être l'orientation sexuelle, l'ethnie, le genre, etc. Le deuxième axe est économique, c'est-à-dire le marché du travail, le pouvoir d'achat, les salaires, la répartition des richesses, et donc les classes sociales. Et pour finir, le troisième axe est politique, c'est-à-dire la représentation afin de pouvoir présenter, discuter et débattre de ses idées sur un plan national, voire même peut-être international. Et afin de comprendre comment cette justice sociale est censée agir sur ces trois axes, nous allons prendre l'avis de la philosophe Nancy Fraser, professeure de philosophie mais également de sciences politiques, ainsi que militante féministe plutôt respectée. Pour décrire comment devrait agir la justice sociale, elle nous propose trois paradigmes. Alors des paradigmes, ce sont des visions du monde selon un raisonnement cohérent, afin de pouvoir atteindre des objectifs, là en l'occurrence, souhaités lorsque l'on veut appliquer de la justice sociale. Concernant l'axe symbolique, le premier paradigme proposé est qu'il faudrait faire preuve de reconnaissance, c'est-à-dire qu'aucun des groupes présents dans la société ne devrait avoir plus ou moins de valeur qu'un autre, et devrait bénéficier d'un statut égalitaire lorsqu'il y a des interactions au niveau social. Sur l'axe économique, elle favorise plutôt la redistribution des richesses afin d'atténuer le gap qui se situe en fait entre les gros extrêmes, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, mais également la détention, un petit peu exagérée peut-être parfois, de richesses. Et pour finir, sur l'axe politique, elle nous dit que la justice sociale veut que chacun puisse avoir accès à la représentation politique au sein du pays dans lequel il habite. Donc ça, c'est un peu comment il faudrait mettre en place la justice sociale si on se réfère au VDPA. Donc ces paradigmes répondent à tous les critères requises par les droits de l'homme. Pourtant, ces réalités sociétales font que, dès que l'on octroie une liberté à quelqu'un, c'est très souvent au prix du retrait d'une liberté chez une autre personne. Et c'est ce que l'on peut appeler des privilèges
et des sacrifices. Mais on va se pencher un petit peu plus sur ces fameux privilèges qui sont très souvent utilisés par les défenseurs de la justice sociale. Mais on va pas le faire n'importe comment, on va partir du point de vue d'une personne européenne standard qui vit dans une société européenne standard. On va très rapidement établir une base de ce que serait un Européen standard selon la vision populaire qu'on en a. On peut dire que c'est une personne définie et souvent représentée comme ayant majoritairement la peau plus ou moins blanche avec toutes ces petites variations, de confession chrétienne, ayant pour orientation sexuelle principale l'hétérosexualité, et maîtrisant au moins l'une des langues nationales de son pays si vous vivez dans un pays où il y en a plusieurs, afin de pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens. Et je préfère le rappeler 2 fois plutôt qu'une, mais c'est une généralisation standard, parce qu'il faut bien qu'on ait une base, histoire de se pencher sur la question, sinon c'est un petit peu compliqué. Symboliquement, et vous vous en doutez très certainement, c'est toujours plus facile pour un Européen standard de trouver sa place dans une société européenne standard, puisqu'il correspond à l'image de sa société. Et les privilèges qu'on pourrait lui attribuer, auxquels on ne pense pas nécessairement, sont des choses comme, par exemple, pouvoir avoir une relation avec une personne qui nous attire sans se poser de questions sur le regard des autres, ne pas se sentir personnellement visé lorsqu'un agent de police ou un agent des douanes nous fait un contrôle ou alors fouille notre véhicule, pouvoir pratiquer en totale liberté sa propre religion, mais également avoir un accès à son lieu de culte, ou tout simplement se sentir légitime lors d'interactions avec d'autres représentants de cette société. Et là, forcément, j'ai pris que les points les plus généraux et les plus connus. Économiquement, c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais ça permet de faciliter, voire même d'éviter certains processus un petit peu contraignants. L'Européen standard peut se faire embaucher ou recaler, obtenir une promotion ou se faire refuser une promotion, être augmenté ou non, sans se demander si ce n'est pas dû à autre chose que son CV, ses compétences, ou alors comment il a géré son entretien d'embauche, par exemple. On peut se dire que le salaire que nous percevons est le même que celui d'autres personnes qui occupent un poste équivalent avec un niveau de compétence équivalent. Pour l'aspect politique, ça va être un petit peu plus rapide. Pourquoi ? Parce que ça fait écho aux 2 autres axes principalement, notamment tout ce qui est symbolique, puisque lorsque vous vous présentez politiquement, vous représentez une plus grande majorité de la population si vous êtes un Européen standard. Donc forcément, ça attire un petit peu plus les foules, les votes ou autres, puisqu'on peut s'identifier à ce que vous représentez. Et économiquement, parce que tout simplement, le pouvoir, l'argent, enfin voilà, vous savez à peu près comment ça fonctionne, et être en possession de plus de richesses permet également d'avoir plus d'influence à différents niveaux, sans nécessairement entrer dans des pots de vin ou des magouilles un petit peu pas nettes. Bien entendu, tous ces exemples que je vous ai cités peuvent être pris dans l'autre sens, en se plaçant du point de vue de la personne qui ne correspond pas à ce standard de la société dans laquelle il évolue. Et ce qui peut parfois en ressortir, voire peut-être même un peu plus souvent en ce moment, c'est la peur, la crainte, la colère, la frustration ou encore le rejet par anticipation d'une potentielle discrimination dans nos actes quotidiens comme tous ceux que je vous ai décrits et bien d'autres encore. Alors que pourtant, si vous faites simplement preuve d'un peu de pragmatisme et de lucidité, ne pas représenter le standard européen ne veut pas dire que vous voulez changer la société en profondeur, que vous êtes plus ou moins compétent que votre homologue européen, que vous avez des idées plus ou moins pertinentes que votre homologue européen, ou alors que vous êtes l'incarnation absolue d'un cliché ou d'une caricature que l'on a tendance à faire populairement. Un exemple un peu cru, mais qui, ma foi, est une réalité, c'est qu'il est plus facile d'associer des personnes issues de la culture arabe ou alors de confession musulmane au terrorisme. Et c'est bien pour cela que la justice sociale est recommandée dans les droits de l'homme, pour permettre à chacun d'évoluer dans la société dans laquelle il a peut-être grandi, qu'il a choisi d'intégrer, ou alors qui lui est parfois imposé. Par contre, oui, on est toujours en train de parler des réalités, et c'est pas encore tout à fait fini. Parce que quand je vous ai parlé de l'obtention de liberté, donc de privilèges, ça implique des sacrifices. Et c'est ce qu'on va voir dans le point suivant. Ici, nous allons voir un sentiment assez classique du sacrifice, ou plutôt de la liberté retirée. L'exemple le plus flagrant, ce sont les quotas, qui nous disent qu'il faut, lorsqu'une entreprise recrute ou lorsqu'une université fait passer des examens pour ses futurs étudiants, à sélectionner spécifiquement un certain nombre de personnes représentant une ethnie ou ayant une couleur de peau différente, ou alors même ayant une nationalité étrangère. Et forcément, si par exemple, vous, en tant qu'Européen standard, vous avez passé un examen d'entrée et avez obtenu des résultats supérieurs à une personne de couleur de peau différente, par exemple, mais qu'à cause des quotas, vous vous faites refouler,
ça va un petit peu poser problème, en tout cas au niveau éthique. Et c'est précisément là où la justice sociale devient extrêmement compliquée. Voyons d'abord le côté positif avec une petite pointe d'ironie. Avoir ces quotas, ça permet d'une part, de favoriser les minorités, d'apporter peut-être un plus-value dans les méthodes, les approches ou les façons de faire que ces personnes ont et qui ne correspondent pas à ce que l'on enseigne dans la société dans laquelle nous vivons. Et bien sûr, ça favorise l'intégration de ces personnes et l'échange culturel au sein de notre société. Et pourquoi en serait-il autrement après tout? Ils payent leurs impôts, ils respectent la loi, voire même ils participent à des événements culturels de leur région, de leur ville, de leur village. Ce sont, eux aussi, des citoyens respectables qui contribuent à faire avancer la société. Et maintenant, prenons le point de vue du côté peut-être un petit peu moins positif, et toujours avec une petite touche d'ironie, bien entendu. Ces personnes issues de la majorité, donc reprenons nos Européens standards, se font refouler parce qu'elles se retrouvent dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'elles sont discriminées, car elles appartiennent à un groupe social et ethnique, mais cela ne choque personne, puisque ce groupe est issu de la majorité, et que c'est socialement et moralement beaucoup plus acceptable. Et le fait de se faire exclure, parfois de manière totalement arbitraire, par cette société que ces personnes considèrent comme leur patrie, peut générer des sentiments équivalents à ce que nous avons vu avant, c'est-à-dire de la crainte, de la peur, de la colère, de la frustration et du rejet. Parce qu'au fond, cela est également injuste. Et pourquoi ça ne serait pas injuste d'ailleurs? Ces Européens standards ont grandi dans une société très probablement bâtie par leurs ancêtres, donc ils leur correspondent, ils se sentent chez eux, car ils sont le fruit de cette société, de cette culture, ils sont comme à la maison. Mais là, les parents ont décidé de vous mettre dehors à coups de pied dans le cul, au profit d'un étranger que vous ne connaissez pas. Ce sont donc également des victimes de la discrimination, mais ça passe parce qu'ils représentent le groupe majoritaire. Bien entendu, j'ai utilisé ce ton un petit peu plus dramatique et un poil ironique juste pour que vous puissiez mieux vous imaginer la situation. Et ainsi, vous comprenez assez facilement quel est le problème. Parce que peu importe de quel côté on se place, à partir du moment où il y a de la discrimination, des gens exclus, des gens avantagés, il y a un conflit. Et c'est pour cela que la justice sociale est extrêmement compliquée à mettre en application, peu importe de quel côté de la justice sociale on se trouve, et même ceux qui essayent de trouver un juste milieu. Parce que la justice sociale, en tout cas selon sa représentation dans les droits de l'homme, c'est aussi ce juste milieu qu'elle vise. Et malheureusement, sa nature première, qui, pour rappel, toujours selon les droits de l'homme, est de viser l'harmonie, la bonne entente, le respect, la tolérance, la compréhension mutuelle et la paix, est souvent pervertie pour servir d'argument, d'arme ou de bonne excuse pour justifier des actes extrémistes, ou plus généralement, toute forme de discrimination. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et qu'est-ce qu'il faut penser dans tout ça? Est-ce qu'il faut se battre contre ces minorités? Ou se battre pour ces minorités? Est-ce qu'il faut se punir soi-même d'avoir eu la chance ou le culot de naître dans une société à laquelle nous correspondons? Ou alors se battre bec et ongle pour défendre sa position sociale? Ou alors on fait le troisième choix, on s'expatrie tous à Dubaï après avoir réussi sur les réseaux sociaux. Il existe toujours des pistes sur lesquelles on peut se pencher histoire de faire avancer un petit peu notre réflexion, et nous irons un petit peu plus loin dans le détail de ces pistes, notamment en comprenant comment la justice fonctionne grâce aux mécaniques d'équité, mais aussi d'égalité. Toutefois, en se basant uniquement sur cette première partie, on peut déjà faire un constat plutôt simple, c'est qu'il y a une survalorisation de la différence, quel que soit le groupe de la société auquel vous appartenez, que ce soit le majoritaire, le minoritaire. Parce qu'on pourrait dire assez grossièrement qu'il existe deux types de groupes. Il y a ceux qui existent factuellement, notamment les personnes avec des ethnies différentes, des cultures différentes, des religions différentes, mais aussi ceux que l'on crée, dans lesquels on met des gens. Ces fameuses cases dans lesquelles il faut mettre plein de trucs, parce que sinon on comprend plus rien. Et ça peut être l'orientation sexuelle, ou le fait de mettre une barrière entre les genres, donc entre les hommes et les femmes, ou les transgenres, ou peu importe. Alors que pourtant, si on essaye de réfléchir un petit peu posément et en regardant cela avec un peu de recul, le but de toute société, c'est de progresser, d'évoluer, de s'améliorer, mais de le faire tous ensemble avec toutes les personnes qui composent cette société. À partir du moment où chacun de ses représentants respecte bien entendu les règles du jeu, c'est-à-dire payer ses impôts, comme je l'avais mentionné avant, respecter la loi et respecter les autres personnes qui vivent dans cette même communauté. Mais pour résumer un petit peu la pensée, lorsqu'on se retrouve dans des cas de figure où il y a cette notion de justice sociale qui entre en compte, peut-être agir de manière un peu plus pragmatique, lucide, mais également avec un petit peu de bienveillance, peut être un bon choix pour essayer de faire avancer un petit peu la machine. Parce que malheureusement, l'ennemi du pragmatisme et de la lucidité, qui du coup balaye également la bienveillance dans la foulée, on ne le connaît que trop bien. Et ça s'appelle les émotions, surtout à partir du
du moment où ces mêmes émotions vont guider notre morale. Parce que quand c'est le cas, ça veut dire que nous ne sommes plus capables de faire preuve de réflexion. Donc oui, l'humain n'est pas très simple, mais c'est ce qui le rend aussi effrayant qu'intéressant. Et c'est sur ces mots que je vous laisse pour cette vidéo. Restez bien en alerte, parce que ça sort la semaine prochaine, la deuxième partie. On va parler de l'égalité, de l'équité, puis un petit peu de la notion de justice également, et puis faire un petit jeu assez sympa. Je pense que vous allez apprécier. Donc d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous, et prenez soin de vos proches. A plus.